Voilà. Bonjour à tous, merci. On va vous laisser le temps d'arriver et de vous installer avant de débuter cette matinée de restitution de la recherche exploratoire. Nous vous laissons arriver tranquillement. Bienvenue à tous. Nous allons être ensemble pendant 1h30. Je vais patienter encore quelques instants parce que je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. Donc, on va laisser un petit peu l'ensemble des participants arriver. Je propose qu'on attende encore 1 minute et nous débuterons ce rendez-vous. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons débuter notre rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour réfléchir ensemble à comment concilier transformation écologique et justice sociale dans le champ des mobilités. Ce matin, on ne parlera pas de mesures d'urgence, de chèque énergie, de chèque sobriété, mais nous allons plutôt questionner le temps long. C'est ça aussi l'urgence. Et nous allons le faire avec les auteurs de la recherche exploratoire commandée par le laboratoire de la mobilité inclusive, dont le titre s'inscrit à l'écran, Mobilité durable et inclusive, quel processus éducatif, avec Gérard Enja et Vincent Kaufmann qui devaient être avec nous et qui, hélas, pour des raisons personnelles, doit s'absenter ce matin. Vous aurez tout au long de ce rendez-vous un temps d'échange aussi avec l'un des auteurs de ce travail. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui s'inscrit à droite de votre écran. Sachez que cet événement est enregistré et qu'il fera l'objet d'un replay sur la chaîne YouTube du LMI. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot peut-être sur le laboratoire de la mobilité inclusive, qui a commandé cette recherche exploratoire. Le LMI est une fondation, ça fait 10 ans maintenant que nous travaillons sur la mobilité inclusive, en essayant de faire avancer ce sujet de mobilité inclusive. Le labo se compose de 14 membres issus des sphères publiques et privées de la société. Nous avons pour mission de fédérer, de rassembler et d'animer l'ensemble des acteurs de la mobilité inclusive et durable. Nous produisons en tant que centre de ressources des études, des recherches. Et la recherche exploratoire que nous allons vous présenter ce matin s'inscrit dans un cadre bien particulier, dans le cadre du projet Inclusion Transition que le laboratoire de la mobilité inclusive a lancé au printemps 2022 et qui se compose de plusieurs dispositifs et qui a pour objectif de réfléchir et de tenter de répondre à cette question qui est cruciale et complexe. Comment concilier inclusion et transition dans le champ des mobilités? Albine Seri est avec nous. Bonjour, vous êtes délégué général du réseau Agiles, vous êtes membre du LMI et surtout vous pilotez, vous êtes chef de file de ce groupe de travail inclusion, transition. Je vais vous laisser peut-être nous présenter les différents dispositifs et la philosophie de ce projet. Oui, merci beaucoup Francis. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, moi ce que je vais essayer de vous présenter, c'est pourquoi créer et animer ce groupe de travail. Alors il faut commencer par le commencement. Et en fait, le point de départ, c'est que au sein de nos discussions, au sein du LMI et dans nos propres structures,
on a tous fait le même constat qu'il y a donc une double urgence, évidemment, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan climatique. Et donc, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux crises que tout semble parfois opposer, mais pour autant qu'il faut réunir en une seule réflexion et en une action, on va dire, concertée et coordonnée. Donc, c'est vraiment toute l'ambition de ce projet, de ce groupe de travail, c'est de nourrir la réflexion et d'apporter surtout des éléments concrets de réponse pour montrer justement quels peuvent être finalement les leviers d'action à notre portée pour concilier ces deux enjeux. Donc, pour faire ça, on a mis en place, on a créé plusieurs dispositifs. D'abord, une tribune collective qui a été un petit peu le manifeste, donc signé par les membres du LMI, qui a été un peu le manifeste de tout ce que je viens de résumer en quelques mots. Également, donc un cycle de podcasts qui s'appelle Rencontres et qui donne la parole à des universitaires, à des experts qui ont un peu pensé ces deux questions-là. Également, donc la recherche exploratoire autour du processus éducatif qui va vous être largement présenté au sein de ce webinaire, ce temps d'échange, pardon. Et aussi, le premier gros travail au sein de ce GT, ça a été une étude menée par le cabinet Auxilia et qui s'intitule « Mobilité, comment concilier inclusion et transition, partage d'expériences des acteurs de terrain ». Voilà un petit peu les travaux coordonnés par le groupe. Et du coup, je vais repasser la parole à Francis pour la suite. Merci Albine. Et vous l'avez dit, dans ces dispositifs, il y avait notamment une tribune collective intitulée « Faire de l'inclusion une condition nécessaire de la transition écologique ». Dans cette tribune, on pose un certain nombre de constats et on a essayé aussi d'identifier certains leviers d'action. L'éducation fait évidemment partie de ces leviers, levier essentiel pour le LMI pour réussir une transition juste dans le champ des mobilités. On est persuadé que l'éducation s'impose comme un élément moteur de tous les changements et qu'il permettra ainsi de construire une mobilité à la fois durable et inclusive en dehors du champ de la contrainte et de l'affrontement. Et quand nous sommes allés voir Gérard Enja et Vincent Kaufmann, c'est précisément pour qu'ils travaillent sur cette question de l'articulation entre mobilité et éducation. Ils nous ont proposé un travail assez chargé, une recherche exploratoire. Je vais maintenant, j'allais dire, leur laisser la parole pour présenter les travaux. Nous excusons Vincent Kaufmann, sociologue qui devait être avec nous ce matin et qui peut malheureusement ne pas être là, pour laisser la parole à Gérard Enja, docteur en sciences de l'éducation. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous et je vous laisse nous présenter vos travaux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Absolument. Voilà, donc parfait. Donc, je vais essayer de vous présenter cette recherche-là. On a parlé d'articulation, c'est ce qu'on va essayer de faire. L'éducation, c'est aussi quelque part l'adaptation, c'est ce que je vais aussi essayer de faire parce qu'avec Vincent, on s'était partagé et Vincent est malheureux de ne pouvoir participer, mais donc je reprends au pied levé également sa partie de présentation, donc ce sera sans doute un peu moins bien que ce qu'il aurait fait, mais vous aurez l'occasion de le lire ou de l'entendre sans doute à d'autres moments. Donc, cette intervention-là, on va la construire en plusieurs parties, une petite introduction que je vais faire. On va parler de mobilité durable et inclusive, peut-être aller un tout petit peu plus vite, si vous pouvez juste revenir sur la précédente. Merci. Ensuite, on va évoquer cette place de l'éducation et puis voir un petit peu les perspectives parce qu'une recherche, normalement, n'est pas une fin en soi. Si elle termine dans un livre ou si elle termine dans des articles, c'est bien, mais c'est encore mieux si elle peut servir et donc servir au laboratoire et servir à l'intérêt général. Avant une petite conclusion. Voilà, merci. Donc, vous pouvez passer si vous voulez. Voilà, donc Francis et Albine l'ont précisé, on est quand même dans une période qui est une période sans doute charnière, avec des défis environnementaux forts, un creusement des inégalités, exclusion sociale, crise énergétique. J'aurais pu en rajouter, on aurait pu en rajouter encore quelques-uns. Et dans une période où il est nécessaire de s'interroger et peut-être de changer, de se transformer. Il y a une constante quand même depuis 20 ans, 30 ans,
les déplacements et les transports représentent en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et malgré les évolutions, les changements, ce chiffre reste à peu près constant. Il a même augmenté un petit peu sur les 10 dernières années, mais grosso modo, le rapport est toujours le même. Un tiers des émissions de gaz à effet de serre et aussi un tiers des matières polluantes sont liées au déplacement automobile. Alors, avec Vincent et sous la commande du LMI, on a voulu un petit peu mener cette réflexion-là pour essayer de redéfinir la mobilité, la relier un peu au concept d'inclusion et de transition dont on va beaucoup parler, et aussi l'articuler avec l'éducation en se posant la question en quoi l'éducation est-elle peut-être une solution. Et donc, je l'ai dit, se préparer à agir autrement. Vous pouvez continuer. Alors, ce travail, on l'a fait sur la base d'un premier travail. Notre premier travail, c'était d'interroger, c'était de questionner. Donc, on a fait des interviews, beaucoup d'ailleurs avec les membres du LMI. On a essayé un petit peu de réfléchir et de voir quelle était leur vision peut-être de la mobilité durable, de la mobilité inclusive. Et on a aussi fait, ce qui est assez classique en recherche, une revue de littérature. De ça, je vous donne le résultat avant de voir la manière dont on y est arrivé. On a défini la mobilité ou on a redéfini. Le veut dire aussi que ça l'était déjà avant. On a redéfini la mobilité comme une transformation de soi et cette définition de la mobilité avec ce retour aux sources nous a permis aussi, a eu comme l'avantage de pouvoir penser l'articulation entre inclusion et durabilité. Alors, j'aurais une petite requête. Est-ce que je peux partager mon écran? Parce que, étant donné que Vincent n'est pas là, j'ai reconstitué le diaporama sur sa partie pour l'adapter finalement à mes, entre guillemets, compétences. Il y a moyen de faire un partage d'écran? Alors, je ne sais pas, Gérard, je pense que normalement, tu as effectivement la possibilité de partager l'écran. Oui, ça doit être faisable. Alors, je regarde juste, le diaporama est ouvert. Alors, écran complet, onglet, fenêtre. La fenêtre n'apparaît pas. Onglet, restitution. Je n'ai pas l'onglet qui apparaît. Je l'ai envoyé à Sultana. On va être obligé de continuer avec ces slides, mais on pourra les avancer en fonction, Gérard. Bah, je vais le regarder chez moi. Alors, la première chose qu'on a faite, alors à la limite, le mieux, c'est presque de laisser tomber les slides, de ne pas les défiler. Je vais défiler mon propos et ça collera quand même grosso modo aux slides. Alors, le premier travail qu'on a fait, c'est essayer de définir ce qu'était l'inclusion. Pour cela, on a essayé de la distancier un petit peu de l'intégration. On a distingué 4 phénomènes. On a l'exclusion. L'exclusion, on sait ce que c'est. L'exclusion, c'est être en dehors du groupe. On a la ségrégation. La ségrégation, c'est être aussi en dehors du groupe, mais considérer que tout un groupe est en dehors. Personne, aux individus de faire l'effort pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir rentrer dans un groupe. Et l'inclusion, à l'inverse, c'est l'idée que c'est la société qui devient suffisamment accueillante pour accueillir les individus, quels qu'ils soient, et sans chercher forcément à les changer. Donc, on a d'abord fait ce premier travail sur la définition de l'inclusion en la séparant de l'intégration. Donc, je rappelle très rapidement, l'intégration, c'est je demande aux personnes de s'adapter, de rentrer dans le moule quelque part, et l'inclusion, c'est je crée une société qui est capable d'accueillir les personnes, quelles qu'elles soient. Donc, ces principes-là, on les a aussi mis en balance avec un autre principe qui est la différence entre égalité et équité. C'est-à-dire qu'on considère avec Vincent qu'une société inclusive est aussi une société qui met en avant plutôt le principe d'équité que d'égalité. Égalité, ça veut dire tous au départ, on leur donne les mêmes chances, les mêmes outils pour pouvoir réussir. Alors que l'équité, c'est grosso modo, chacun reçoit selon
selon ce qu'il est, selon dont il a besoin. On n'est pas tous à égalité. Si on doit tous courir le 100 mètres, certains sont plus rapides que d'autres. Donc, l'équité, ce serait de dire certains vont peut-être partir un peu plus tôt, d'autres vont peut-être partir un peu plus tard, certains vont peut-être… Voilà. Donc, on est véritablement sur cette idée d'inclusion et d'équité. Alors, dans cette différence-là, je dirais qu'on a plutôt vu que notre idée de l'inclusion, c'est qu'il faut sans doute transformer la société, alors que l'intégration, je l'ai dit, cherche plutôt à transformer l'individu. Une des définitions un petit peu de l'inclusion, c'était reconnaître à toutes les personnes le droit de vivre dans la même société avec les mêmes choix et les mêmes droits. Ça veut dire que, véritablement, notre souci, c'est le souci de l'inclusion et d'une inclusion qui n'est pas confondue avec l'intégration, ce qui est souvent le cas quand même. Donc, le deuxième point, après avoir défini cette idée ou cette notion d'inclusion, on a cherché à réfléchir à ce qu'était finalement le développement durable. La définition du développement durable, c'est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ça veut dire que le développement durable repose en réalité sur 3 piliers. Le pilier du social. Le social, c'était ce qu'on vient de dire avant, c'est l'inclusion. Le pilier de l'écologique, finalement, c'est aussi le développement durable, le développement quelque part écologique. Et le 3e pilier, c'est l'économique. Donc, on ne renie pas la nécessité de prendre en compte l'économique, mais simplement l'économique, c'est simplement un des piliers du développement durable et pas le seul. Et l'idée, c'est que les 3 puissent s'articuler. Et la définition idéale du développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est le rapport Brundtland, c'est de 1987. Donc bien répondre aux besoins du présent, mais sans compromettre les capacités des générations futures. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que la mobilité, telle qu'on l'a définie en général, associé donc au transport et au déplacement, n'est pas dans cette définition de conforme au développement ou un développement qu'on voudrait durable. La mobilité, c'est, quand on l'a dit transport, c'est à la fois, alors là aussi une définition qui est donnée par Creswell, c'est à la fois le sang vital de la modernité, mais aussi le virus qui menace de la détruire. On peut dire que cette modernité-là, notamment avec l'arrivée de la voiture, la voiture, c'est toute l'histoire du XXe siècle, la voiture qui a modelé les territoires, qui a changé les façons de vivre et qui a sans doute créé aussi quelque part. Elle a résolu des problèmes, beaucoup de problèmes, elle a été très utile, mais elle en a créé d'autres, et ces problèmes-là, aujourd'hui, sont les problèmes quelque part qui nous étouffent. Alors, la mobilité telle qu'on l'entend, avec Vincent, on s'est dit que cette mobilité-là était quand même beaucoup prisonnière des normes sociales, culturelles, économiques, avec l'idée de bouger pour s'en sortir, mais avec cette obligation, cette injonction au déplacement qui dit que si tu veux vivre, si tu veux travailler, si tu veux être heureux, bah, tu es obligé de te mettre en mouvement, et tu es obligé de te mettre en mouvement même physiquement. Et sans déplacement physique, sans ce mouvement-là, finalement, tu ne seras rien. Et l'idée, ce qu'on a essayé de développer, c'est qu'on considère que la mobilité-là, cette mobilité-là, je le répète, elle ne peut pas être durable, elle ne peut même pas être véritablement soutenable et elle demande à être redéfinie. C'est une mobilité un petit peu, là aussi, on prenait l'exemple, une mobilité entre être et paraître, où le plus important aujourd'hui, c'est de paraître mobile et c'est donc de bouger physiquement. Donc, cette mobilité-là ne convenant pas, on est revenu quelque part un petit peu aux sources de ce que pouvait être la mobilité. Et on a vu que il y a début du XXe siècle, la mobilité était déjà définie comme transformation de soi. La mobilité était surtout reliée au contexte social, c'est-à-dire la mobilité, c'était changer de statut social. Mobilité, c'était ne pas être comme ses parents ou avoir un meilleur métier, sortir un peu de sa condition. Cette mobilité-là, elle a peu à peu été oubliée, elle a été remplacée par la mobilité déplacement. Il y a 3 types de mobilité, donc on l'a dit, donc mobilité sociale, mobilité résidentielle également, qui est une forme de mobilité qu'on oublie aussi
et qu'on oublie beaucoup, mais déménager, changer de lieu de résidence, c'est aussi de la mobilité. Et aujourd'hui, la mobilité qui s'impose et qui est omniprésente, c'est la mobilité déplacement, et c'est aussi cette mobilité-là qui aura du mal à être durable, même s'il y a des tentatives, même s'il y a de l'éco-conduite, même s'il y a des tas de projets, cette mobilité-là, pour nous, n'est pas durable. Donc, c'est pour ça que, avec Vincent, on s'est dit qu'il faut revenir un petit peu aux sources de la définition et que dans notre façon de considérer la mobilité, on s'est dit la mobilité, c'est la transformation de soi et que quelque part, derrière le déplacement, il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous transforme. On peut revenir sur le diaporama de base, si vous voulez. En allant un peu plus loin, là, j'ai vu que vous l'aviez projeté. Voilà. Donc, je l'ai commenté sans regarder, puisque je ne l'avais pas à l'écran. Encore un peu plus loin, si vous voulez bien, encore un peu plus loin. Donc là, on a les 3 piliers. On a la définition de cette mobilité. On a cette mobilité entre être et paraître. Laissez rester peut-être sur ce schéma-là. Vous voyez, la mobilité durable, on a les 3 piliers. On a le pilier écologique qu'on voit en vert. On a le pilier social, ce qu'on appelle la mobilité inclusive qu'on voit dans le cercle orange. Et on a le pilier économique qu'on voit dans le cercle bleu. Et la mobilité durable, pour Vincent et moi, elle est à l'intersection de ces 3 univers, à l'intersection de ces 3 cercles. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Encore. Voilà. Donc, à partir de là, mobilité, dans la définition qu'on donnait, était la transformation de soi. On a réfléchi à cette articulation entre mobilité et l'éducation. Alors, c'est une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je vais un petit peu reprendre cette définition-là, parce qu'effectivement, l'éducation, c'est une arme. C'est une arme de, je dirais, déconstruction et de reconstruction massive. Et c'est l'arme dont on a finalement besoin aujourd'hui parce qu'il y a sans doute véritablement un monde à déconstruire et à reconstruire. Donc, face à ce besoin de déconstruire sans démolir ou sans casser ou sans avoir de mesures fortes, l'éducation est sans doute l'arme la plus puissante et peut-être la seule qui nous reste pour avoir un avenir à peu près serein. Vous pouvez continuer. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut faire, parce que éducation, c'est encore une fois un terme valise. On a dit que le mot mobilité pouvait être un terme valise, qu'on avait sans doute chacun une définition de la mobilité qui est différente. Toutes ces définitions ne sont pas justes ou fausses, simplement c'est important de se mettre d'accord. C'est pareil pour le mot éducation. On a tous dans la tête une idée de ce que peut être l'éducation. Donc, avec Vincent, on a commencé par définir aussi ce qu'était pour nous l'éducation. Et on a séparé éducation et apprentissage. Apprendre ou former, apprendre, c'est toujours apprendre quelque chose. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, apprendre à conduire. Je peux apprendre à conduire une voiture, apprendre à déplacer une voiture. Ça, c'est de l'apprentissage parce qu'il y a un objet d'apprentissage et l'objet d'apprentissage, il est défini, il est codifié, il y a un début, il y a des étapes, il y a une fin et le formateur ou celui qui fait l'enseignement, il sait exactement où il veut aller. L'éducation, c'est un petit peu différent parce que l'éducation, c'est certes apprendre, mais c'est aussi changer. Ce qui fait la différence entre l'apprentissage de la conduite et l'éducation routière, par exemple. L'éducation, c'est non seulement vouloir que les gens puissent utiliser leur véhicule, mais c'est aussi vouloir qu'ils changent leur comportement. Donc, derrière l'éducation, il y a toujours un processus qui est défini là en 4 étapes. C'est comprendre, agir, prendre conscience, cette prise de conscience pour faire autrement et être autrement. L'apprentissage, c'est faire autrement. Et l'éducation, le principe premier, c'est être autrement. C'est donc la différence qu'on fait entre apprentissage et éducation et qui est importante parce que quand on va vous parler d'éducation ou quand on évoquera l'éducation, c'est toujours avec l'idée d'être autrement. L'apprentissage, je vous l'ai dit aussi, est souvent très normatif. Je vous ai dit les étapes, le début, la fin. L'éducation est
alors c'est un mot un petit peu à la mode, disruptive. L'éducation, c'est ce qui nous permet éventuellement de renverser la table. Lorsque je rentre dans un processus d'éducation, j'accepte de partager avec ceux qui sont autour de moi ou avec moi, on va dire, la surprise du résultat. Je ne peux pas savoir à l'avance exactement ce vers quoi je vais aller et ce qui va en sortir. Donc, il y a ce côté disruptif, ce côté surprenant qui fait que l'éducation a aussi parfois mauvaise presse parce qu'on n'aime pas trop des processus dont on ne se connaît pas ou dont on ne maîtrise pas l'ensemble du processus. Alors, le point aussi important qu'on a mis en avant, c'est que dans un projet d'éducation, il y a toujours une dimension, on a dit, sociale, politique, philosophique et éthique. Le principe premier de l'éducation, c'est l'éthique. L'apprentissage, pas forcément. Je peux apprendre à me servir d'une arme, je peux apprendre à faire des tas de choses dont l'éthique peut être discutable. Alors que derrière l'éducation, il y a forcément un projet et il y a forcément de l'éthique et des valeurs. Vous pouvez continuer. Alors, pourquoi l'éducation aussi? Quand on a défini la mobilité en tant que transformation de soi, on s'est dit, mais finalement, l'éducation, puisque l'éducation, c'est apprendre et changer, l'éducation, c'est déjà une forme de mise en mouvement et de mobilité. Quand je rentre dans un processus éducatif, le fait de participer à un processus éducatif, d'adhérer à ce processus éducatif, c'est déjà le premier pas d'une forme de mobilité. Vous voyez, là, on est dans une mobilité qui n'a pas besoin de déplacement physique, mais c'est une mobilité qui déplace sans doute mes représentations, qui fait que je change. Donc, le lien éducation-mobilité est assez fort parce que dans la définition, finalement, on se retrouve. Transformation de soi, c'est à la fois le principe premier de la mobilité, mais c'est aussi le principe premier de l'éducation. Ça, je vous l'ai dit avant, mais je le répète, l'éducation ne prescrit pas de manière aussi précise que forcément la formation ou l'apprentissage, où l'éducation tend au moins à ne pas vouloir ou à ne pas imposer de solution. L'éducation n'impose pas de solution, c'est un petit peu un discours qui relativise un petit peu l'idée de avec la formation ou avec la mobilité, on va apporter des solutions aux personnes qui en ont besoin. Or, on peut se rendre compte que ces personnes-là, finalement, n'ont parfois rien demandé. C'est-à-dire, on apporte des solutions qui sont parfois plus souvent des solutions pour celui qui l'apporte que pour celui qui la reçoit. Donc, ça veut dire que si je veux qu'une solution soit utile, il faut d'abord que je la partage. C'est sans doute l'un des premiers points. Il n'y a pas de solution utile à quelqu'un si ce n'est pas lui qui la trouve utile, si je ne suis pas capable de partager avec lui. Et la dernière vertu, il y en a bien d'autres, mais de celles qu'on a relevées, c'est que il n'échappe sans doute à personne qu'on est dans une période assez anxiogène. Ce qu'on appelle l'éco-anxiété, il y a un nouveau mot, pas si nouveau que ça, qui s'appelle solastalgie, douleur finalement quelque part de l'avenir, et que finalement, faire entrer les personnes dans un processus d'éducation ou éducatif, c'est peut-être la seule manière de diminuer cette éco-anxiété. C'est encore quelque part le pari d'un avenir qui pourrait être heureux, entre guillemets. Merci. Voilà. Les autres liens qu'on a retrouvés, finalement, c'est que il y a beaucoup de textes, si vous allez sur les sites de l'ONU ou les sites, voilà, ces sites-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de liens entre aussi développement durable, éducation. C'est quand même quelque chose qui commence à peser, à porter. Et là, ce petit extrait montre bien la double facette de cette éducation. C'est à la fois la clé d'un développement personnel. L'éducation, c'est pour quelqu'un, c'est pour soi, mais c'est aussi pour l'avenir de la société. C'est très important, cette notion-là, parce qu'on le reverra, ce lien entre attitude personnelle et avenir de la société. Très souvent, on entend dire, mais ça sert à rien, ça sert à quoi que je bouge, que je change, étant donné qu'il y a 7 milliards de personnes qui ne font peut-être pas ça. Mais l'éducation, c'est justement ce qui peut permettre de créer du lien entre ce personnel, ce collectif et peut-être ce systémique. Et donc, un des moteurs du développement durable, c'est Antonio Guterres, qui est secrétaire général de l'ONU. Dans l'éducation, 2 autres principes, qui sont fondateurs un petit peu de l'idée d'éducation, c'est le principe d'éducabilité. Éducabilité, ça veut dire que
tout le monde mérite qu'on s'intéresse à lui. Le principe d'éducabilité est souvent rappelé lorsqu'on fait de l'éducation pour des personnes fragiles. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper même des plus faibles et des plus fragiles. Ici, on va le tordre un petit peu, ce principe d'éducabilité, parce que ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la pollution, par rapport à la mobilité, par rapport au développement durable, l'éducation qui s'adresse à tout le monde, c'est aussi l'éducation qui en premier doit s'adresser à ceux qui polluent le plus, à ceux qui se déplacent le plus, à ceux qui utilisent le plus leur voiture et ainsi de suite, l'avion et toutes ces choses-là. Donc le principe d'éducabilité, on va l'appliquer de façon très stricte en disant tout le monde mérite qu'on s'occupe de lui, quelle que soit sa condition. Ici, on est dans le cadre de la mobilité inclusive et dans le cadre des mobilités de solidarité, mais la solidarité, c'est un paradoxe par rapport au développement durable, doit aussi s'appliquer ou s'imposer, j'ai employé un mot que je ne voulais pas employer, doit aussi s'appliquer aux personnes finalement qui sont peut-être les plus chanceuses et les plus favorisées. Le deuxième principe, c'est le principe de liberté dans l'éducation, c'est que on peut adhérer. L'idée de l'éducation, c'est de faire adhérer, mais on peut aussi refuser et on accepte que les gens refusent d'y aller ou alors ne se sentent pas tout à fait prêts ou alors ne fassent qu'un pas plutôt que de s'engager complètement. Donc, le troisième point, c'est qu'on est dans une approche, on l'a dit, on a parlé de l'individuel, on a parlé du collectif, mais on est aussi dans une approche système, c'est-à-dire que cette éducation-là doit quelque part faire bouger le système. Et pour faire bouger le système, il faut savoir reconnaître que le système est complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution simple. S'il y avait une solution simple ou idéale, peut-être qu'on l'aurait déjà trouvée ou peut-être qu'on l'aurait déjà mise en œuvre. Quelle qu'elle soit, il n'y aura pas de solution, lequel est au pluriel, il n'y aura pas de solution simple. Il y aura forcément des solutions qui seront complexes et des solutions qui seront difficiles. Et dans cette approche systémique, c'est aussi prendre en compte non seulement les éléments isolés, je fais une chose pour la planète, d'autres en font d'autres, mais c'est prendre en compte aussi les relations et les liens entre les éléments d'un système qui les constitue. Alors, on le développe dans la recherche, c'est-à-dire que cette mobilité durable, là, c'est un schéma, je vous ai dit, on fait toujours le lien entre l'individuel et le collectif. Individuellement, comment je construis pour moi une mobilité ou comment je me transforme pour avoir des comportements plus soutenables ou plus durables. Il y a 4 niveaux finalement de transformation de soi. Le premier niveau, c'est les connaissances et habiletés, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir des choses et j'ai besoin de faire des choses. J'ai besoin, si je prends l'exemple de la voiture, j'ai besoin de savoir conduire de façon éco. J'ai besoin de savoir que si j'accélère très fort, je consomme plus. J'ai besoin d'avoir tout un nombre important de connaissances qui me permettent éventuellement de faire autrement. Donc, ce premier niveau, c'est le niveau basique, c'est savoir et ces connaissances, j'en ai besoin. J'ai besoin aussi de pouvoir les appliquer dans ma vie quotidienne et selon des contextes qui peuvent changer. Ça veut dire que je veux faire de l'éco-conduite, mais je pars en retard. Je dois savoir aussi comment je fais pour m'adapter à ce type de situation-là. Les contextes, les habilités que j'acquiers, je dois pouvoir toujours les travailler et les utiliser en situation. Ça, ce sont les 2 niveaux basiques. C'est les niveaux qu'on travaille très souvent au niveau de la formation. Maintenant, les niveaux qui sont plutôt du domaine de l'éducation, c'est le niveau 3, c'est la réflexivité, la conscientisation. Ça veut dire que je dois savoir prendre de la distance avec ce que je fais, avec mes actes, pour réfléchir à ce qui finalement est le dernier en personnel. Je dois viser aussi à m'engager, notamment avoir un aide général à la côte, mais le travail se fait de façon réflexivité et ma conscientisation qui facilite ma mise en pratique et qui facilite aussi le besoin que j'ai de connaissances. J'ai un message, on vous entend bien, ça veut dire bien ou pas bien? Oui, on a juste eu un petit souci
Gérard, à un moment, mais ça a duré 4-5 secondes. Ta connexion est complètement revenue. D'accord, donc on peut reprendre. Super. Avec le diaporama, je ne l'ai plus, la suivante, je ne l'ai plus à l'écran. Voilà, si vous pouvez passer sur la diapo suivante. Voilà, donc là, je montre un petit peu et la mettre peut-être en plus grand dans l'écran. Je ne sais pas pour l'instant. On va mettre en... Est-ce que c'est… Visiblement, la slide ne veut pas venir en gros, donc peut-être, vas-y, puis ça la fera peut-être venir. Ça la fera peut-être venir. Alors, je vais la reprendre. Voilà. Alors, je vous l'ai dit aussi, c'est-à-dire que ce qui est visé, ce sont des changements individuels, des changements collectifs et des changements systémiques. J'ai présenté grosso modo ça hier et on me posait la question, d'ailleurs on la pose toujours, mais à quoi ça sert ce changement individuel? Et je rappelle toujours l'histoire, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, de ce colibri qui va verser une petite goutte sur un incendie, un immense incendie d'un feu de forêt, et quelqu'un l'interpelle, un autre oiseau l'interpelle et lui dit « mais ça sert à quoi ce que tu fais là? Ça sert à rien. » Et le colibri lui répond « ça sert peut-être à rien, mais je fais ma part. » Alors, la suite de l'histoire, c'est pas que ça ne s'arrête pas ici. La suite de l'histoire, c'est qu'en faisant sa part, le colibri questionne les autres et finalement, on a un deuxième, un troisième, un quatrième, et on a une nuée d'oiseaux qui font de même et qui chacun amène une petite goutte d'eau et l'envoie sur l'incendie et font au final que cet incendie-là est éteint. Donc, ce lien entre les niveaux individuels, collectifs et systémiques sont très importants. C'est aussi le fait, mon changement individuel, qui fait que, dans cette perspective d'éducation, je donne quelque part exemple de ce que je pourrais faire et cet exemple-là peut bouger parce que ça peut se faire à un niveau collectif. Un collectif, c'est 2 personnes, 3 personnes, mais ça peut être 100, ça peut être 1000, 10 000, 100 000 et ainsi de suite. Et c'est aussi ce qui peut amener des changements systémiques parce qu'on n'a pas la naïveté de croire que le changement individuel suffira, on n'a pas la naïveté de croire que le changement collectif suffira, mais on a l'espoir de croire que c'est la conjonction de l'individuel et du collectif qui vont peser sur le système et sur le systémique et qui vont faire que, quelque part, il y a ce mouvement peut-être de renverser un petit peu la table. Donc, vous pouvez continuer. Alors, je vous ai parlé au début de cette différence entre équité et égalité. Vous voyez le schéma, pour bien saisir la différence. Le premier schéma à gauche, c'est l'égalité. C'est-à-dire tout le monde a la même hauteur, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui voit très bien, puis un qui voit bien. Alors, cette digression-là, c'est pour se dire, individuel, collectif et systémique. Maintenant, c'est où on va faire ça? L'école est un des lieux où on peut travailler cette forme d'éducation à la mobilité. C'est un des lieux, mais c'est sans doute pas le lieu le plus important ou le seul, parce que l'éducation se fait bien sûr à l'école, mais se fait aussi et surtout hors de l'école, et parce que les enjeux touchent à la fois les générations futures, mais nous touchent également, nous, ou alors les gens un peu plus jeunes, ou les générations intermédiaires. Sachant que les enjeux finalement d'une mobilité qui se veut durable touchent tout le monde, il faut que cette éducation se déroule aussi partout. Et là, on est plus proche des concepts d'éducation permanente qui finalement s'adressent également aux adultes. Donc, on a dit l'école, mais aussi les adultes, mais aussi les entreprises. On le verra, on réfléchira après finalement à l'implication possible des entreprises dans ce domaine-là. Les intervenants, bien sûr, des enseignants, mais on l'a vu, l'enseignant, à partir du moment où il a sa matière et son besoin qu'il maîtrise, l'enseignant, la figure de l'enseignant n'est sans doute pas la meilleure. On est plus dans l'idée d'avoir des gens qui
qui savent accompagner les changements. C'est donc plus des accompagnateurs que des enseignants purs et durs. Qui est concerné, je l'ai dit avant, c'est certes les plus fragiles, mais pas que, et sans doute, à l'inverse de ce qui est intuitif, sans doute surtout les moins fragiles, mais c'est ceux qui finalement usent le plus les ressources de la planète, et donc tout le monde, parce que finalement, face aux enjeux aujourd'hui, face à une planète fragilisée, l'éducation doit concerner tout le monde. Il y a un élément qui est assez intéressant. En éducation, l'idée, c'est toujours de mettre la personne au centre. Dans le développement durable, aujourd'hui, il y a un mouvement qui dit mettre la personne au centre, ça ne suffit plus. On est presque obligé de donner une dimension juridique à la nature pour mettre la nature au centre. Ça pourrait être le cas, par exemple, la forêt amazonienne, qui pourrait avoir un statut juridique. C'est déjà vrai de certains fleuves, de certaines rivières, de certains lieux où on se dit la situation est tellement préoccupante que c'est presque le destin de la géographie ou le destin de ces entités-là, de ces lieux-là qui doit être préservé plus que l'individu, ou alors avec l'individu. Parce que si la forêt ne vit pas, si les rivières, si la mer ne vit pas, nous, on ne vivra plus non plus finalement. On peut aller un tout petit peu plus loin. Alors, c'est Francis qui le disait en exergue, on est dans quelque chose qui demande du temps, mais Francis l'a dit aussi, c'est face à l'urgence, l'éducation. Ça paraît paradoxal, mais répondre à l'urgence par l'éducation, c'est quelque chose qui est impératif. On peut se dire, pour rester positif, qu'on a toujours le temps de mettre en place un processus d'éducation. Il sera moins utile, moins efficace que si on l'avait fait il y a 20 ans, il y a 30 ans ou à 40 ans, mais rien ne justifierait le fait qu'on dise c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place un processus d'éducation. Alors, j'ai dit avant où on va le mettre en place. On travaille beaucoup avec, vous travaillez beaucoup, le LMI travaille beaucoup avec les collectivités, avec les entreprises, avec les collectifs. Et aujourd'hui, avec Vincent, on a pas mal d'interrogations et de demandes d'entreprises qui disent « Oui, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ?» avec un phénomène aussi assez nouveau. C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on a du mal à recruter. Alors, on a du mal à recruter à des niveaux, on va dire, de faible qualification, mais on a de plus en plus de mal aussi à garder des gens à des niveaux de forte qualification. Et ce que les personnes disent quelquefois, c'est finalement, on est en recherche de sens. À quoi ça sert ce qu'on fait? Donc, travailler aujourd'hui dans des entreprises sur cette question du sens, sur cette question de l'éducation, alors à la mobilité, mais plus largement au développement durable, c'est aussi ce qui peut quelque part réenchanter le monde de l'entreprise et le monde du collectif. Et donc, c'est vraiment, je pense, un mouvement qui commence à se dessiner. Là aussi, avec Vincent, on n'est pas les premiers à les dire, on n'est pas les seuls. Il y a des expériences qui se font déjà. Peut-être notre originalité, c'est de dire que, d'avoir une forme de méthode, c'est de dire qu'on ne vient pas dans un lieu ou dans une entreprise avec quelque chose de tout fait, en leur disant le résultat, c'est ça, la solution, la manière, c'est ça, mais on vient pour essayer de travailler avec les membres de ce collectif à différentes étapes, c'est-à-dire réfléchir déjà à ce qu'ils veulent, à la finalité de ce qu'ils veulent, réfléchir aussi aux valeurs qu'ils veulent véhiculer, construire des référentiels et ensuite agir. Donc, ça demande l'implication forcément soit de la direction d'une entreprise, soit au moins d'un collectif au sein de l'entreprise. Alors, comme conclusion, mais j'espère qu'il y aura des questions et qu'on pourra élargir, l'idée c'est choisir l'éducation, donc c'est pour laisser un petit peu des choix de mobilité de vie aux générations futures. L'éducation, c'est toujours un investissement, et c'est un investissement qui peut permettre de garder un avenir encore durable, même si le mot durable peut prêter à caution et qu'on est plus sur du soutenable que du durable pur et dur. Mais véritablement, s'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est accompagner la transformation de la société par l'éducation. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos objections ou questions. Merci beaucoup, Gérard. Je vais laisser la parole à Albine qui va peut-être
transmettre les différentes questions qui ont pu ou pas être posées dans le chat. Oui, tout à fait. Alors, j'ai vu peu de questions en dehors de celles relatives à la technique du son et de l'image. Donc, j'ai essayé de faire attention. En plus, il y a même un système de favoris. Mais effectivement, je n'en ai pas noté de particulier. Donc, voilà, je vais peut-être éventuellement ressolliciter les participants pour qu'ils posent leurs questions par écrit dans le chat. Et puis, sinon, repasser la parole à vous, Francis. On va attendre s'il y a des questions. Peut-être qu'effectivement, c'est très clair. En tout cas, nous, Gérard, effectivement, l'une des questions qui est souvent revenue par rapport à vos travaux et par rapport à cette recherche, c'est finalement quelle étape suivre pour essayer de développer des projets d'éducation à la mobilité inclusive et durable. Si on essaie de lister les étapes essentielles, lesquelles seraient-elles? Gérard, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, je crois que nous avons un petit problème de connexion avec Gérard, alors que des questions arrivent. On va attendre peut-être que Gérard puisse se reconnecter. Peut-être, Albine, du coup, en attendant, revenir un peu sur les différents dispositifs de notre projet Inclusion Transition et notamment ceux qui sont en lien avec cette recherche, c'est-à-dire beaucoup aussi de questions ont été abordées à l'occasion des différents podcasts qu'on a pu développer et mettre en place. On va essayer de récupérer Gérard, alors que les questions affluent. Tout à fait, et que je veille à essayer de les mettre en favori afin de pouvoir bien les mettre en avant. Donc effectivement, le groupe de travail Transition et Inclusion, il est parti sur une question déjà centrale et un peu épineuse. Et là, au bout de presque 1 an de travaux, on a presque plus de questions qu'auparavant, mais on commence à avoir quand même certains éléments saillants qui ressortent, qui peuvent peut-être sembler évidents pour certains et certaines qui participent à ce webinaire, mais qui ne le sont peut-être pas forcément pour tous. Je vais donner peut-être un petit exemple, par exemple, qui concerne le véhicule électrique, puisque c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la face émergée de l'iceberg quand on parle de mobilité à faible carbone. Mais contrairement à ce que on voudrait peut-être aussi nous inciter à croire, et je pense que c'est assez évident aussi pour beaucoup de monde, le véhicule électrique en soi n'est pas forcément une solution, mais il faut bien sûr réfléchir aux usages qui sont faits déjà des véhicules, de notre mobilité. Ça a été d'ailleurs bien pointé par Gérard dans son exposé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être on entend moins parce que c'est aussi peut-être plus complexe à mettre en œuvre. Mais évidemment, avant de réfléchir à la technologie du véhicule, sachant que le véhicule électrique présente aussi des problématiques environnementales, il faut aussi réfléchir effectivement à l'usage de nos mobilités, essayer d'optimiser peut-être les taux de remplissage dans les véhicules, de partager davantage son véhicule et puis de renoncer à certains trajets peut-être qui sont faits aujourd'hui en voiture et privilégier des mobilités plus actives, plus intermodales. Donc voilà quelques petits éléments en fait qui ont été, on va dire, confortés dans le cadre notamment de notre cycle de podcast avec notamment l'intervention de spécialistes de la mobilité électrique à l'ADEME. Voilà, c'était un des petits éléments qu'on pouvait mettre en avant. On a également effectivement ces mêmes retours sur l'étude retour d'expérience de terrain partagée cette fois-ci et menée par le cabinet
Auxilia sur comment concilier cette tension entre inclusion et transition. Et là, les acteurs de terrain nous disent bien effectivement que la question, c'est aussi la question de l'éducation, et la question de l'accompagnement au changement est vraiment une question qui est essentielle, parce que c'est un des premiers freins qui, sur le terrain, est mis en place. Et on le voit notamment, par exemple, sur la question, parce que l'étude a été pas mal là-dessus, sur les ZFE, sur les zones à faible émission, la question de comment est-ce qu'on accompagne des publics vers d'autres mobilités est un sujet qui est aussi vraiment au cœur de ce dispositif, et que, effectivement, voilà, là que vous le disiez, Albine, la mobilité est encore aujourd'hui vraiment synonyme de liberté, que l'autonomie reste un marqueur social fort, et que pour faire finalement évoluer cette société au rythme des contraintes qui s'imposent, il est nécessaire de faire évoluer ces représentations culturelles et de favoriser l'appropriation des solutions. C'est aussi ce qui revenait de notre autre dispositif, qui était cette étude retour du terrain menée auprès des collectivités et des acteurs de la mobilité solidaire. Est-ce que Gérard est revenu avec nous? Je serais pas mal quand même. Bon, je vais peut-être essayer, on va utiliser les moyens. En attendant, on a une question à laquelle je peux répondre qui est est-ce qu'il va y avoir d'autres podcasts? Donc oui, il y a bien d'autres podcasts qui sont prévus. Donc il y en aura encore 3 qui vont sortir là entre octobre et décembre. Et on est aussi en train de préparer une deuxième saison qui sera un petit peu différente de la première, puisque là on avait beaucoup d'intervenants experts. Et là, on va s'intéresser, puisque c'est essentiel, aux acteurs de terrain, aux bénéficiaires, aux personnes en difficulté de mobilité, et aussi aux acteurs de terrain, que ce soit les élus, les techniciens, les associations et les entreprises dans la mobilité inclusive, qui essayent de proposer des solutions, du coup, des solutions de mobilité qui lient la durabilité et l'inclusion. Voilà déjà peut-être à cette réponse. Et du coup, Gérard, je vous entends sans... Ah, Gérard. Vous m'entendez là? Oui. Oui, j'avais le micro coupé par le... mon micro était coupé. Oui, l'autre chose, c'est qu'on va forcément devoir réinterroger aussi l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que cette mobilité-là, qu'on considère comme une liberté, finalement est devenue autre chose qu'une liberté. Par exemple, cet après-midi, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut que je fasse 90 km pour y arriver. Où est la liberté dans ces territoires, par exemple dans les territoires ruraux, alors qu'il faut faire 50 km parfois pour aller voir un médecin, 30 km pour un dentiste, 80 km. Donc cette liberté-là a été complètement bouffée. Je ne renie pas le rôle de la voiture comme facteur de liberté, mais grosso modo, aujourd'hui, il faut relativiser. Cette mobilité-là qui nous dépasse, ce n'est plus de la liberté, c'est de la contrainte et c'est souvent de l'enfermement. C'est pour ça qu'on dit qu'une mobilité, il faut que ça nous transforme, il faut que ça nous apporte une expérience positive. Si je vais, pour aller au boulot, si je fais 5 km et si pour avoir le même travail, je dois en faire 20 ou 30, ce n'est pas de la liberté. Si maintenant je fais un peu plus de kilomètres, mais parce que j'ai une contrepartie et parce que ça change ma façon de vivre, ça peut être de la mobilité. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte peut-être de ce schéma-là où on nous a fait aller toujours plus vite, toujours plus loin et qu'on aille peut-être vers une autre façon de considérer la mobilité. Alors, je vais me permettre du coup de vous transmettre un petit peu les questions qui sont arrivées en essayant de les regrouper également par thématique. D'abord, on a eu une question sur les exemples d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, Gérard, et puis une seconde qui concerne effectivement la temporalité de justement cette éducation à la mobilité. Si vous pouvez... Alors, les exemples d'entreprises avec lesquelles nous voudrions ou nous sommes en contact pour travailler, il y en a, je ne vous les donnerai pas là, mais on n'a pas travaillé jusqu'à présent avec ces entreprises. Mais je pense, et avec Vincent, on pense véritablement que l'entreprise est sans doute un lieu où il faut redonner du sens. Et c'est sans doute un lieu où il peut y avoir des personnes qui sont partantes pour faire ce travail-là. Donc, j'espère que je pourrai vous en dire un peu plus par la suite. La temporalité, ça veut dire la durée
on a dit éducation permanente, ça veut dire que quand une entreprise va rentrer dans ce système-là, elle va sans doute y rester pour de longs moments et les premiers résultats sont visibles dès le début. C'est-à-dire, dès le début de l'action, il y aura des changements, mais des changements qui vont se faire au fur et à mesure et qui vont sans doute monter en régime. La première étape, je vous l'ai dit, c'est que l'entreprise s'approprie un petit peu cette question-là et crée en interne, finalement, la manière dont elle va l'aborder. Mais peut-être que d'ici un an, on pourra en reparler avec des choses plus concrètes. Merci beaucoup. Alors, on a aussi, donc je continue, j'essaye de retranscrire le plus fidèlement possible les questions. On a des questions, effectivement, qui vont concerner l'éducation aux adultes. Donc, comment est-ce qu'en dehors, effectivement, des jeunes générations, on peut poursuivre ce processus? Quels sont peut-être les moyens que l'on peut utiliser pour les adultes si ce n'est pas trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. On change tous. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, j'utilisais ma voiture totalement différemment d'aujourd'hui. Je conduisais beaucoup plus, j'allais souvent en voiture, je ne prenais pas beaucoup le train, il m'arrivait de prendre l'avion. Donc, vous voyez, il n'est pas trop tard. Si j'ai pu changer à 40 ans, c'est que, et même aujourd'hui encore, donc il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce qui nous fait changer finalement? C'est de la prise de conscience. Cette prise de conscience, elle peut être individuelle, sauf que nous, on fait le pari qu'on changera plus facilement si on essaye de travailler en groupe, si on essaye de travailler ensemble, si on essaye de travailler au sein d'associations, on a dit de collectifs, d'entreprises. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, pour bouger. L'éducation, on a toujours pensé que finalement, on ne pouvait apprendre et changer que quand on était gamin. Aujourd'hui, toutes les recherches finalement montrent que ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. Il n'y a pas d'âge, c'est parfois plus difficile, les processus ne sont pas les mêmes, mais on peut changer à n'importe quel moment. Très bien. On a aussi toujours on a des questions qui sont très pratiques, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est voilà, comment est-ce que opérationnellement ça peut se mettre en place sur le terrain, et notamment voilà, est-ce que d'après vous cette éducation à la mobilité, donc concernant les jeunes, est-ce qu'il faut l'intégrer au programme scolaire, et qu'est-ce que ça doit recouvrir? Est-ce que c'est par exemple l'accompagnement à la conduite d'un vélo, en lien un peu avec la sécurité routière, et aussi derrière la question que ça pose, c'est qui peuvent être les bons intervenants, puisque vous avez mentionné que les professeurs n'étaient peut-être pas forcément les personnes les plus formées et à même de faire cette éducation. Et donc du coup, le corollaire, comment financer justement cette éducation à la mobilité? Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas compter que sur l'école. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y compter. À l'école, il y a des intervenants qui sont les profs, qui sont quand même formés. C'est quand même leur métier d'accompagner ces jeunes-là. Simplement, lorsque le prof est professeur d'une matière, il n'est pas forcément spécialiste de la mobilité ou du vélo et ainsi de suite. Et là aussi, c'est déjà le cas. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent dans les écoles. La FUP, par exemple, pour le vélo, fait des choses dans les écoles. Les enseignants de la conduite font parfois aussi des choses dans les écoles. C'est vrai que l'un des problèmes particuliers de l'école, c'est la difficulté qu'elle a à financer des gens extérieurs. Et c'est pour ça qu'elle confie souvent, pas que pour ça, qu'elle confie souvent les missions à des gens qui sont en interne. Mais grosso modo, l'école est aussi un levier de cette transformation-là. Mais c'est pas, ce que je disais, c'est que ce n'était pas le seul levier. Oui. On a une question aussi qui demande comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur la loi. Donc ensuite, il y a un lien. J'imagine que c'est la loi d'orientation des mobilités. Je vais simplement vérifier. Ah non, c'est plutôt le code de l'environnement. Donc la personne qui a posé cette question, est-ce qu'il vous serait éventuellement possible de préciser peut-être justement la loi à laquelle vous faites référence, et qui pourrait peut-être justement être un levier concret pour aller vers ce processus éducatif?
Alors, c'est la personne qui a posé question utopique, c'est ça? C'est ça, Comment oui. s'appuyer sur la loi? Alors, il faut que je regarde le texte parce qu'il a mis la référence de cette loi-là. S'il y avait plus de précision par rapport à la loi qu'il vise, je vais l'ouvrir, hein, mais bon, ça prendrait un peu de temps. Alors, il faut s'appuyer sur la loi, oui, bien entendu, puisqu'on ne va pas faire les choses en dehors de la loi. Mais la loi principale, c'est quand même comment est-ce que finalement, par des actions concrètes de terrain et par des dispositifs qui visent à changer les représentations, on peut faire qu'on ait un avenir finalement soutenable demain. Le texte concerne les itinéraires cyclables? C'est ce que je vois, section 2, itinéraire cyclables, à l'exception des autoroutes, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de bandes cyclables, etc. Oui. Une des choses qu'on a aussi abordées dans la recherche, c'est de dire qu'il n'y aura pas de solution globale et pareil partout. C'est-à-dire que, par exemple, la question du vélo, elle est centrale. Je crois vraiment que le vélo est un des outils pour une mobilité plus soutenable. Mais par contre, il faut aussi savoir prendre en compte les réalités de terrain. Par exemple, lorsque vous habitez dans une région rurale, les distances sont beaucoup plus importantes souvent. Il faut tenir compte aussi de ces aspects-là. C'est-à-dire que là, on a parlé avant, vous avez parlé, je vous entendais parler de la voiture électrique, c'est pareil, il y a d'autres contraintes. Demain, le véhicule autonome, c'est pareil, ce seront des solutions à certains endroits, mais je crois très peu en la solution unique qui réussira partout et qui fera que tout le monde y adhère. C'est souvent cette manière-là aussi de savoir considérer les choses en fonction du lieu, en fonction du contexte. Il y a également une question qui est, je pense, essentielle aussi et qui demande si finalement cette temporalité de l'éducation, elle est compatible avec, on le disait en préambule, l'urgence climatique, donc c'est-à-dire la temporalité du GIEC. Oui, mais là, alors c'est une vieille expérience puisque je suis issu de la sécurité routière, du risque. Et il y a 20 ans, je lisais un texte de quelqu'un qui disait on ne va pas faire de l'éducation, ça dure 20 ans. Sauf que quand on regardait le problème, il datait de 40 ou 50 ans. Pourquoi on ne l'avait pas fait on trouvera toujours que c'est trop long. On trouvera toujours que c'est trop long l'éducation parce que véritablement, ça met du temps. Mais finalement, si on ne commence pas à un moment ou à un autre, on n'y arrivera jamais. Et je vous l'ai dit, dans ce domaine-là, aujourd'hui, on a quand même une chance, enfin une chance, entre guillemets, hein, une chance dans ce qui se produit, c'est qu'il y a quand même une vraie prise de conscience. Regardez un petit peu le climat cet été, les incendies, les vagues de chaleur et tout. Je pense qu'il y a une maturité pour accepter ces solutions-là ou pour accepter de bouger qui n'était peut-être pas évidente il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans. J'ai l'impression qu'il y a quand même un basculement qui est en train de se faire et que les personnes sont prêtes à se dire oui, on va bouger. Et lorsque je bouge, lorsque je travaille sur de la pédagogie, je demande toujours aux personnes qu'est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez faire demain? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans un mois? Et qu'est-ce que vous pourriez faire dans 6 mois? Je voulais vous dire la même chose à ceux qui écoutent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dès la fin de cette conférence pour que ça change? Et c'est déjà le début. Il y a des questions relatives au financement de cette éducation. Je ne sais pas si vous avez des éléments. En plus du problème de ressources humaines, c'est aussi celui du financement donc de ce processus de changement. Et une remarque, je pense, qui a été faite non, pas par la même personne. Donc non, du coup, je la traiterai séparément. Alors, la question du financement, on peut la retourner. Alors, c'est peut-être un procédé un peu… Je dirais que quel est le coût de l'inaction quelque part? Et quel est le coût pour une entreprise de ne pas le faire? C'est-à-dire que quelque part, une entreprise aujourd'hui qui peine à recruter, qui est vraiment en difficulté, ça lui coûte peut-être bien plus cher que d'essayer quelque chose pour finalement… alors, je ne dis pas que c'est une solution miracle, que c'est la seule raison qui explique que les difficultés de recrutement. Il y en a bien d'autres, des raisons, mais finalement, l'inaction est sans doute beaucoup plus chère que cette action-là, qui a un coût relativement peu élevé, puisqu'on ne demande pas des investissements massifs. Ce qu'on demande, c'est de l'investissement humain, de la réflexion et d'inscrire ça finalement dans l'ADN des entreprises.
D'autres questions, Albine? Alors, je remets tout ce qui n'est pas en favori. Comment, peut-être une question d'un point de vue un peu plus sur le temps long. Comment est-ce qu'on est arrivé à la voiture qui domine parce que ça répond à tous les besoins? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus qui seraient peut-être plutôt effectivement des éléments relatifs à je pense à la sociologie de l'automobile avec d'autres travaux aussi de d'autres chercheurs? Oui, alors la voiture, c'était Barthes qui disait que c'était la cathédrale du XXe siècle, et ça a été un peu la cathédrale du XXe siècle. La voiture, finalement, c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure et qui a, je l'ai dit avant, qui a complètement transformé. Elle a transformé nos paysages, nos territoires, mais elle nous a aussi complètement transformés. Et c'est relativement récent. C'est un des rares outils qui a transformé le monde et qui a transformé les personnes si vite, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à penser sans voiture. Et quand on parlait de solutions, ce qui est drôle, c'est que la voiture soit thermique, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit autonome, c'est toujours la voiture. C'est-à-dire, on n'arrive pas, aujourd'hui, on a des difficultés à penser le monde sans la voiture. Je travaille dans une institution qui vit quand même de la voiture, du permis de conduire. Pour autant, on peut avoir ce regard-là qui est un regard critique, se dire, à un moment ou à un autre, il faudra sans doute pouvoir se déshabituer de la voiture, avec toutes les nuances que j'ai mises avant. C'est que ce ne sera pas la même chose partout pareil. En ville, ce sera plus facile. D'ailleurs, à Paris, c'est déjà le cas. Dans les campagnes, ce sera sans doute plus long, et c'est pour ça que je vous dis, ça redemandera sans doute de réfléchir à nouveau à l'aménagement du territoire. S'il n'y a pas cette réflexion-là, la voiture a encore de beaux jours devant elle, et quelle qu'elle soit, elle va continuer à brûler de l'énergie. Très bien. On a une question aussi qui demande est-ce que la problématique de la mobilité, elle est multiscalaire? Donc j'imagine à plusieurs échelles peut-être en même temps. Alors, la mobilité à plusieurs échelles. Alors, il faudrait que la question soit un peu plus précise. Alors, nous, on a déjà défini plusieurs échelles, puisqu'on a défini de la mobilité déplacement, on a défini de la mobilité qui pouvait être résidentielle et de la mobilité transformation de soi. Elle a à la fois plusieurs échelles, mais je pense que c'est intéressant. Je vous disais avant, une approche système ou systémique, comme on dit, c'est une approche qui relie les différentes dimensions. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de ne plus penser la mobilité que comme un déplacement, mais de la penser comme un déplacement qui transforme, et inversement. Donc, elle a plusieurs échelles, elle a plusieurs dimensions, mais l'intérêt de penser la mobilité pour demain, c'est de la penser dans toutes ces dimensions. Et peut-être aussi, alors ça, c'est plus Vincent qui aurait pu revenir là-dessus, dans son rapport au temps, dans son rapport aussi à l'espace et peut-être à la vitesse aussi. Parce que est-ce qu'on est obligé finalement de penser toujours ce monde avec cette vitesse-là? La vitesse est aussi nécessaire parce que finalement on s'est éloigné, on a éloigné les choses. Mais peut-être que demain il faudra réfléchir à cette notion-là également. Il y a aussi un élément qui parle de la notion d'autosolisme qui a été, je pense, un peu abordé en filigrane. Oui. Mais qui est certainement très lié justement à la manière dont on conçoit aussi la mobilité aujourd'hui, c'est-à-dire un peu à échelle individuelle, si vous avez des compléments là-dessus. Alors, l'autosolisme, il n'y a jamais de comportement insensé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais prescrire que l'autosolisme serait interdit, ou ce n'est pas parce que je vais simplement réserver une file ou donner un avantage que les choses vont changer. Il faut arriver à comprendre ce qui fait le sens. Dans une précédente recherche aussi pour le LMI, on avait travaillé sur la mobilité dans un territoire rural. Et on se rendait compte que je me rendais compte que les personnes finalement roulaient beaucoup seules en voiture. Et quand on cherchait des explications, on voyait que ça avait du sens pour eux. C'est-à-dire que quelque part, ils disaient d'être seul dans ma voiture, ça me permet de faire des choses, ou ça me permet de m'arrêter, de faire des tas de choses. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que pour transformer les pratiques, il faut transformer quelque part les représentations. Et pour les transformer, il faut les comprendre, il faut les admettre. Alors qu'on est souvent dans des injonctions qui nous disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et ça ne marche pas très bien. L'idée, ce serait aussi de comprendre pourquoi les personnes adoptent tel comportement, et vous verriez que ce n'est pas complètement insensé.
Très bien. Alors après, il y a des questions, j'espère, enfin, je les ai marquées comme étant traitées parce qu'il me semblait que elles se rapprochaient d'éléments que vous avez pu mentionner. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas si vous trouvez qu'on n'a pas apporté de réponse à votre question. Peut-être un élément sur l'éducation permanente auprès des adultes et des entreprises. Voilà, comment est-ce que très concrètement, on peut mettre des actions, quels peuvent être les supports pour cette éducation à la mobilité? Alors, il y a un mouvement, alors c'était mis en place ou demandé par le Shift, donc, et il parlait beaucoup d'aller auprès des personnes du gouvernement pour les former, un quart d'heure, 20 minutes. Avant, quand j'ai séparé formation et éducation, je les ai à la fois séparés, mais ils peuvent aller ensemble. Donc, dans une entreprise, ça peut être intéressant de commencer par un processus d'information quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas penser qu'il y aura, il ne faut pas qu'on imagine que l'éducation va se faire parce qu'un monsieur je sais tout, Vincent ou moi ou d'autres viendront dans une entreprise et vont dire la méthode c'est ça, ça, ça. Ce qu'il faut, c'est que finalement, le meilleur moyen serait que l'entreprise s'empare elle-même de cette question-là et finalement travaille avec ses salariés et crée son propre modèle. J'ai du mal avec les modèles tout faits, tout figés, quoi, hein. Je ne peux pas à la fois critiquer ce qui est solution toute faite et en même temps dire je vous amène une solution toute faite. Par contre, l'entreprise peut mettre en place des choses et on peut l'accompagner pour réfléchir à la manière dont on le fait. Mais ce sera sans doute là aussi pas pareil dans toutes les entreprises. Ce ne sera pas la même chose dans une entreprise dont le métier, c'est peut-être la route. Aujourd'hui, les transporteurs routiers, le transport de marchandises, le transport de personnes ont une problématique. Il faudrait sans doute rentrer dans cette entreprise-là d'une manière différente à une entreprise qui peut-être est déjà, est différente, on va dire. Moi, j'ai une question, si vous permettez, Gérard, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Notre objectif commun, c'est l'objectif de votre recherche, c'est l'objectif OLMI, de la commande de la recherche, du rendez-vous d'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre la question de l'éducation au centre des débats sur cette question de mobilité inclusive et durable, et c'est ce qu'on va continuer évidemment à faire. Quelles seraient justement les étapes suivantes des projets d'éducation à la mobilité inclusive et durable? On a bien compris que ce n'est pas quelque chose de vertical qui descendrait dans les entreprises, mais quelles seraient finalement les étapes indispensables? Alors, la question porte pour le LMI ou pour les... Pour ce sujet-là, c'est-à-dire lorsqu'on a comme ambition de mettre la question de l'éducation au centre des débats sur la mobilité, comment on construit des projets d'éducation dans les entreprises, dans les écoles, pour le LMI, pour les acteurs qui nous écoutent. Alors, on est aujourd'hui à peu près de 100 participants intéressés par cette question. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est il ne s'agit pas de jeter ce qui est fait ou de critiquer ce qui est fait. C'est simplement souvent d'amener une autre dimension à ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est pas un jugement de valeur, mais c'est le phénomène naturel. Ce que je vois à chaque fois, c'est qu'on arrive, je vous l'ai dit avant, avec des solutions parce qu'on est convaincu, parce qu'on est persuadé qu'on a la solution. La première chose à se dire, c'est de se dire que finalement, cette solution-là ne peut être une solution que si je la partage. C'est forcément, quel que soit l'objet que je ramène, que je vienne avec des voitures, avec des vélos, avec ci, avec ça, penser que ça doit être renégocié et réfléchi sur le terrain avec les personnes. Et c'est vraiment la chose qui me frappe le plus. Quelle que soit l'entité avec laquelle je travaille ou j'échange, on est toujours dans la volonté de faire les choses pour quelqu'un.
Et ça part, et je ne remets pas en cause, absolument pas en cause, cette volonté-là, qui est une volonté très louable. Mais à force de vouloir faire les choses pour quelqu'un, on oublie souvent de faire les choses avec quelqu'un. Et c'est d'autant plus vrai pour vous, Francis, et ceux que vous représentez, qui êtes dans le domaine du solidaire. C'est-à-dire la solidarité, on a l'impression que les gens nous attendent pour qu'on les aide. Mais ils nous attendent souvent pour qu'on puisse échanger et partager avec eux. Donc ça veut dire que sans remettre en cause ce qui est fait, il faut rajouter une dimension, et cette dimension éducative, c'est la dimension de l'échange, du partage et de la discussion avec ce qu'on appelle en général les usagers ou les bénéficiaires. Mais moi, je pars toujours du principe que le bénéficiaire, il est double. Il est aussi bien celui qui apporte que celui qui reçoit. Et vous verrez que ça change les choses. Merci Gérard. Est-ce que, Albine, il y a encore quelques questions? N'hésitez pas à poser vos dernières questions et puis nous allons ensuite conclure cette matinée de restitution. Alors oui, il y a effectivement des questions avec justement un peu des pistes de solutions. Donc, la première, c'est un témoignage sur une entreprise qui s'appelle Eurocopter à Marignane, qui, constatant que les bus mis en place pour les collaborateurs étaient vides, malgré les sensibilisations, a peu à peu réduit le nombre de places de parking. Et là, les bus se sont peu à peu remplis. Donc, ça peut être aussi un moyen éducatif, incitatif, détourné. Donc, merci pour ce partage. On a aussi une question relative au numérique. Est-ce qu'il n'est pas le meilleur allié du transport collectif? Là, je me permets de faire une petite remarque. C'est qu'effectivement, on a de plus en plus ce concept de mobility as service, c'est-à-dire combiner un peu justement les différents modes de transport sous la forme d'application. Mais je vais laisser peut-être Gérard compléter. Oui, ou Francis. Alors hier, je faisais une conférence avec quelqu'un qui parlait du numérique et des dangers du numérique pour justement le développement durable et ainsi de suite, en disant que finalement, cette surenchère du numérique, c'est mieux que la voiture, mais ce n'est pas la solution idéale non plus. Ce numérique-là consomme, alors ce n'est pas de l'essence, encore que indirectement, c'est quand même de l'énergie, et que, bien entendu, le numérique est une solution, mais de penser, là encore, le tout numérique ne va pas remplacer le tout voiture, mais c'est mieux aujourd'hui que la voiture. Par exemple, ce rendez-vous-là, on aurait pu le faire en présentiel, alors il n'y aurait peut-être pas eu 100 personnes, mais s'il y avait eu 30, 40, 50 personnes qui s'étaient déplacées, en termes de bilan carbone, c'est quand même, c'est mieux de le faire comme ça, malgré les incidents techniques et les difficultés parfois. Après, très rapidement, on a une question peut-être moins relative au processus éducatif, mais en tout cas qui montre bien que cette question de transition et inclusion, elle revêt une infinité de dimensions, qui est relative au carburant dit propre. Est-ce que c'est une solution? Donc, on s'éloigne un petit peu la thématique de l'éducation, mais si Gérard, vous avez un commentaire relatif sur le carburant propre, hydrogène, éthanol, par exemple. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste du domaine. Le carburant peut être propre, mais la production de la voiture ne le sera pas forcément. Donc, bien entendu, toutes ces solutions-là sont intéressantes. Je vous prenais l'exemple de l'éco-conduite. À choisir, il vaut mieux conduire éco que conduire sans faire gaffe. Vous économisez 10, 15, 20%, pour certains même 30% de carburant. Donc, c'est mieux. Mais par contre, il y a quand même toujours au cours de la production de voitures, chaque déplacement génère finalement des gaz à effet de serre et de la pollution. Mais la seule chose, est-ce que vous m'entendez de nouveau? C'est bon. Oui, donc la seule chose que je peux dire, c'est que la recherche, la technique et tout ça, c'est très intéressant, mais ce ne sera pas la solution des solutions. Il faudra forcément réfléchir autrement. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, il y a 1 an, il y a 2 ans, vous auriez employé les mots décroissance ou sobriété, vous vous seriez fait incendier de tous les côtés. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais beaucoup moins. On entend même des membres du gouvernement parler de décroissance ou parler de sobriété. Donc, il y a sans doute des éléments techniques qui vont améliorer les choses, la recherche va améliorer les choses, mais on ne coupera pas le débat sur le bon usage et peut-être la sobriété. Alors,
Alors, je crois que c'est à peu près tout en termes de questions. Peut-être encore voilà, une par rapport à relative spécialisée pour l'éducation des collectivités et de l'État. Mais effectivement, on a eu quelques petits éléments de réponse autour en tout cas de solutions et de leviers qui pouvaient être mis en place. Donc, je vais peut-être repasser la parole à Francis pour la synthèse et puis la conclusion. Et puis surtout pour un grand merci à Gérard, alors, qui a fait l'exercice en solo. Normalement, il devait être accompagné effectivement de Vincent Kaufmann. Vous nous aviez fait cette restitution déjà, cette présentation le 8 mars dernier lorsqu'on a lancé le projet Inclusion Transition. Et puis, face au succès, on va dire au nombre croissant de téléchargements de vos études, de votre recherche et de la synthèse, il nous paraissait essentiel de consacrer un temps long, comme on l'a fait ce matin, désolé pour les quelques soucis techniques qu'on a eus, sur la restitution de cette recherche que vous pouvez évidemment toujours télécharger sur le site du LMI. Nous vous avons mis le lien à l'intérieur du chat. Et puis, je voudrais aussi peut-être ajouter en conclusion que au-delà du LMI, cette recherche va avoir un prolongement puisque Gérard Enja et Vincent Kaufmann publient un livre. Alors Gérard, je vais peut-être vous laisser le présenter. Il s'appelle « Métamorphose, manifeste pour une éducation à la mobilité durable et inclusive », toujours avec objectif le même, mettre cette question de l'éducation au centre des débats. Oui, donc il est sorti hier ou avant-hier, donc ça fait 2 jours. Voilà, Vincent en a un exemplaire. Voilà, je ne sais pas si on le voit, non, on ne voit rien du tout. Attendez, il faut que je le mette près de moi. Alors, c'est véritablement la suite et la continuité de ce travail-là. D'ailleurs, il y a une préface, Francis ne l'a pas dit, mais une préface de Francis qui remet ce travail dans une perspective d'un livre. C'est pas écrit de la même façon que le rapport, mais grosso modo, ça reprend quand même les éléments et finalement, ça renforce cette idée d'éducation qui, alors, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je le répète, mais qui est véritablement essentielle dans l'évolution un petit peu des comportements et dans notre capacité finalement à réagir collectivement aux défis qui sont devant nous. Merci beaucoup. Nous allons regarder de près donc cet ouvrage aux éditions Elia. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour cette matinée de restitution. Nous allons évidemment, dans le cadre de notre projet Inclusion Transition, poursuivre nos échanges. Le titre, il s'appelle « Métamorphose avec un S, manifeste pour une éducation à la mobilité inclusive et durable », titre préfacé par le LMI et en postface signée de Marie Chéron. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour continuer à avancer et à poursuivre ce projet de développer et de mettre effectivement l'éducation au cœur et au centre des débats sur cette question de la mobilité inclusive et de la mobilité durable. Merci à tous. Merci Gérard, merci Albine. Bonne journée.